Bonjour! Aujourd'hui, alors que vous ne l'attendiez pas et surtout que vous ne le demandiez pas, on va parler du Sénat, ce haut lieu de pouvoir. Enfin, calmons-nous quand même. Et comme d'après la Constitution, il est censé assurer la représentation des collectivités territoriales, c'est moi qui m'y colle. Chambre haute du Parlement français, bien moins connu que sa jumelle du Palais Bourbon, il demeure néanmoins incontournable dans le jeu législatif. Alors sans plus de chichi, c'est parti pour le Sénat. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Alors, qu'est-ce que le Sénat ? Comme je vous le disais, c'est la seconde chambre du Parlement. Avec le gouvernement et l'Assemblée nationale, il coproduit la loi. Il siège au Palais du Luxembourg, dans le 6e arrondissement de Paris. Mais si, vous savez, c'est ce bâtiment qui est au milieu du jardin du même nom, où tous les Parisiens se ruent au premier rayon de soleil. Au Sénat, on y trouve des parlementaires, les sénateurs, qui sont au nombre de 348. Ils discutent, amendent et votent la loi en commission et en séance publique, comme à l'Assemblée nationale. Le Sénat contrôle aussi l'action du gouvernement, avec les questions d'actualité au gouvernement, les QAG, mais aussi au travers de commissions d'enquête et autres missions d'information. Dans l'ensemble, Assemblée nationale et Sénat partagent les mêmes prérogatives législatives. Enfin presque. Et oui, car si au cours de la discussion d'un texte législatif, les deux chambres du Parlement ne parviennent pas à s'entendre, ce qui peut arriver quand les majorités qui s'y trouvent ne sont pas de la même couleur politique, le gouvernement peut donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Autre désavantage pour le Sénat, il ne peut pas renverser le gouvernement par le biais d'une motion de censure. Enfin, sur les textes de projet de loi de finances, l'Assemblée nationale a la priorité d'examen. Non, vraiment, pour le Sénat, la vie est pas cool. Hello, darkness, my old friend. Bon, en lot de consolation, son seul avantage, parce qu'il en faut bien un, c'est qu'il ne peut pas être dissous par le président de la République, lui. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Comme je vous le disais en intro, le Sénat est la seconde chambre du Parlement français. On dit donc de ce dernier qu'il est bicaméral. Bi signifiant deux, et caméral qui vient de caméra et qui signifie chambre. Le bicamérisme est un mode d'organisation parlementaire qui est apparu au cours des XIIIe et XIVe siècles en Angleterre. Alors vous comprendrez bien qu'entre 7 siècles d'histoire du bicamérisme et le fonctionnement du Sénat, tout ne rentrait pas dans une seule vidéo. Ou à défaut de vous retrouver dans cet état-là. Ayez pitié. Du coup pour la partie histoire, si ça vous intéresse, criez-le nous dans les commentaires et on s'exécutera. Du coup venons-en à ce qu'est le Sénat de nos jours. Aujourd'hui, on entend surtout dire que le Sénat ne sert à rien. Et en effet, il ne sert à rien. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, on n'hésite pas à s'abonner, à mettre les notifications, la petite cloche. Et quant à moi, je vous fais des gros bisous. Salut! Mais non, je déconne, il est important quand même. Sa principale mission, comme on l'a dit, c'est d'élaborer la loi avec l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas tout. Il permet aussi d'assurer la continuité des institutions de la République. Ainsi, quand le président de la République démissionne ou décède, c'est le président du Sénat qui prend l'intérim de la présidence de la République. Et c'est arrivé à 2 reprises. La première fois après la démission du général de Gaulle en 1969 et la seconde fois après le décès de Georges Pompidou en 1974. Et c'était le même président du Sénat pour les 2 cas, Alain Poher. Et pourquoi c'est le président du Sénat qui s'y colle ? Parce que le président de la République ne peut pas dissoudre le Sénat. Et oui, imaginez si on avait choisi le président de l'Assemblée nationale. Si le président de la République décédait au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, on se serait retrouvé avec une vacance du pouvoir. Et là, vous pourriez me dire pourquoi on n'a pas choisi le Premier ministre pour assurer l'intérim. Les constituants de 1958 ont jugé que le Premier ministre serait trop politiquement impliqué pour pouvoir assurer un intérim. Le choix s'est donc porté sur le président du Sénat. Le Sénat est aussi un garant de la stabilité de la Constitution. Car contrairement aux autres lois, les modifications de la Constitution doivent être obligatoirement validées par le Sénat en plus de l'Assemblée nationale. Certains mettent aussi en avant d'autres apports positifs du Sénat dans le système de la Ve République. D'abord, les sénateurs ne sont pas élus sur le même calendrier politique que le président de la République et l'Assemblée nationale. En effet, le mandat des sénateurs est de 6 ans, contre 5 ans pour le président et les députés de l'Assemblée nationale. Et contrairement à l'Assemblée nationale, une majorité au Sénat ne doit pas politiquement son élection à celle du président de la République. Ces différents éléments permettraient au Sénat de dépasser le calendrier politique et médiatique
et proposer à la place une vision à plus long terme sur le travail législatif. Enfin et surtout, le Sénat présente une certaine spécialisation sur les questions qui touchent aux collectivités territoriales. Selon l'article 24 de notre Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. À cela, il faut clarifier un point qui est très important. Cet article de la Constitution n'implique pas en soi que le Sénat ait une mission spécifique de représenter les collectivités. Non, cela désigne simplement le mode d'élection des sénateurs. Ils sont élus par les élus des collectivités. Ici, le terme « représenter » est entendu au sens « être désigné par ». Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, représente la nation, comme le précise la Constitution. Et c'est normal, la France est un État unitaire par opposition aux États fédéraux comme l'Allemagne ou les États-Unis. Aussi, aucune des deux chambres ne peut représenter des éléments constitutifs de la nation. Elles représentent toutes les deux la nation, c'est-à-dire la communauté des citoyens dans son ensemble. Mais elles le font selon des modalités différentes et donc des modes de scrutin différents. Donc le Sénat n'a pas de mission particulière concernant les collectivités territoriales. L'Assemblée nationale est tout aussi compétente sur le sujet. Mais du fait que les sénateurs soient élus par les élus locaux, ils doivent montrer qu'ils sont concernés par leurs problèmes, et donc par les problèmes qui touchent les collectivités territoriales. C'est pourquoi les sénateurs s'affichent comme les défenseurs de celles-ci. À tel point qu'en 2003, le Sénat a obtenu la priorité d'examen sur tous les textes de projets de loi ou propositions de loi qui seraient relatifs à l'organisation des collectivités territoriales. Bref, au Sénat, ça déconne zéro avec les collectivités territoriales. Bon, maintenant, les problèmes. Non, parce que là, on pourrait croire que tout va bien avec le Sénat. Mais on a quand même des choses à lui reprocher. En l'occurrence, c'est surtout son mode de scrutin qui pose un problème de légitimité aux yeux de l'opinion publique. Et je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Non, parce que ça l'est vraiment pas. E0 exponentielle I kx moins oméga t vecteur uy. Les sénateurs sont élus à 95% par des conseillers municipaux ou des délégués de ceux-ci. Chaque commune envoie un certain nombre de délégués en fonction de sa population. En dessous de 9000 habitants, les conseillers municipaux choisissent parmi eux 1 à 15 délégués en fonction de la population de leur commune. Pour les communes de 9000 à 30 000 habitants, tous les conseillers municipaux sont des délégués votant aux élections sénatoriales. En fait, on prend tout le conseil municipal. Pour les communes de plus de 30 000 habitants, en plus de tous les conseillers municipaux, on rajoute un délégué supplémentaire à raison de 800 habitants au-dessus de 30 000. Prenons deux exemples dans le département de la Haute-Garonne. La commune de Saint-Sauveur compte 1750 habitants et 19 conseillers municipaux. Elle enverra donc 5 délégués. La commune de Toulouse compte 479 550 habitants et 69 conseillers municipaux. Elle enverra donc ses 69 conseillers municipaux plus 561 délégués supplémentaires. Donc sur le papier, une grande commune envoie plus de votants qu'une petite commune. Normal. Sauf qu'en France, les petites et moyennes communes sont très nombreuses. Si on prend le département de la Haute-Garonne, il y a 586 communes. Et parmi elles, seules 2 ont plus de 30 000 habitants, Colomiers et Toulouse. Donc les petites et moyennes communes enverront à l'échelle du département plus de délégués que les grandes communes. Par ailleurs, quand on prend le ratio du nombre d'habitants pour un délégué envoyé, on constate là aussi que les petites communes sont mieux représentées que les grandes. À Saint-Sauveur, on compte un délégué pour 353 habitants, alors qu'à Toulouse, on compte un délégué pour 761 habitants. Et ces disparités se retrouvent dans la plupart des départements de France. C'est pour ça qu'on dit que les petites communes sont bien plus représentées que les grandes dans le corps électoral des élections sénatoriales. Et derrière, quand on regarde les résultats des élections municipales, on constate que beaucoup de petites et moyennes communes ont surtout été gagnées par la droite, alors que les grandes communes, elles, ont plutôt voté à gauche. Bon, bien sûr, c'est une moyenne nationale et il existe des résultats différents à certains endroits. Ici et là, la gauche a aussi pris des petites communes et la droite des grandes. Mais globalement, la victoire de la droite dans la majorité des petites et moyennes communes fait qu'elle gagne la majorité au Sénat depuis les années 1970, hormis sur la période 2011-2014. Face à ce souci de représentativité, le Sénat a tenté de se réformer. D'abord en 2003, où le mandat des sénateurs est passé de 9 à 6 ans, où les renouvellements partiels sont passés du tiers à la moitié, et où l'âge minimum pour être sénateur est passé de 35 ans à 30 ans. En 2011, on a encore modifié l'âge minimum pour être sénateur, en le faisant passer à 24 ans. Et en 2013, on a modifié un petit peu le scrutin, de façon à donner plus de poids aux grands centres urbains.
Vous le voyez, ces mesures ont surtout cherché à rajeunir le Sénat et à rendre son renouvellement un petit peu plus important. Mais il est encore trop tôt pour voir les effets de ces changements. Bref, bien que le Sénat demeure une pièce importante dans l'équilibre parlementaire et institutionnel, les attaques à son encontre, notamment sur son coût, ne diminuent pas. Aujourd'hui, le Sénat est encore à la recherche d'une nouvelle légitimité. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour suivre notre travail, on n'hésite pas, on s'abonne, on met la notification, on vient nous voir sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. On peut aussi venir discuter avec nous sur Discord. D'ici là, je vous fais toujours pas des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Wii.